Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Nicole Diesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick. Je vous rappelle que donc la semaine prochaine, premier tour des élections législatives qui donc nous conduit à un silence politique réglementaire et l'émission sera donc une émission thématique. Elle aura pour invité Bruno Patino autour de ses livres La civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal, livres sur les effets des réseaux sociaux et des algorithmes et sur leur possible régulation. Le dimanche suivant, re-élection thématique, donc re-thématique. L'invité de cette thématique sera Julien Lebotte, autour de son livre « Dans la tête de Mark Zuckerberg ». Comme vous voyez, il y aura un lien entre nos deux émissions thématiques. Puis le dimanche 26 juin, nous revenons aux commentaires politiques libres et nous revenons aussi aux émissions publiques à l'école alsacienne. Les inscriptions sont ouvertes et d'ailleurs, déjà, un bon peu d'entre vous s'est inscrit. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Inflation, jusqu'où ça va grimper ». Il est ainsi chapeauté. Le retour brutal de l'inflation renvoie le monde et l'Occident notamment près de 40 ans en arrière. Partout, les prix grimpent, dopés par la guerre en Ukraine, mais aussi par la surchauffe d'un monde où l'offre n'arrive plus à suivre une insatiable demande. Certes, la France n'est pas la plus mal lotie, avec une inflation encore contenue à 4,8% en avril contre 7,4% pour la zone euro et 8,3% aux États-Unis, mais cette exception hexagonale peut s'expliquer par le blocage des prix de l'énergie qui voit une partie de la hausse des tarifs réglée par les deniers publics. Devant la flambée des prix, c'est donc l'État qui joue aux pompiers de service pour éteindre l'angoisse qui grimpe à mesure que le porte-monnaie se vide. Mais jusqu'où pourra-t-il tenir ce nouveau « quoi qu'il en coûte » et est-ce bien la meilleure politique à mener ? Dans le cadre de nos badass, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi notre conversation avec Vera Michalski-Hoffmann, éditrice, libraire, traductrice, mécène et présidente de la fondation Jan Michalski. Je vous propose maintenant de passer à nos deux sujets et de commencer par le sujet de politique intérieure. La nomination de Pape Ndiaye est-elle celle d'un nouveau ministre ou celle d'une nouvelle politique ? Cette nomination comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a provoqué une vague de critiques venant de l'extrême droite et d'une partie du monde intellectuel. L'historien de 56 ans, jusqu'ici à la tête du Musée national de l'histoire de l'immigration, serait un indigéniste assumé pour Marine Le Pen, tandis qu'Éric Zemmour a déclaré « Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, Pape Ndiaye va s'en charger ». Une partie du monde intellectuel reproche à l'auteur de La Condition noire, essai sur une minorité française, d'avoir importé des États-Unis, où il a étudié, une analyse des minorités sous le prisme des études américaines, faisant la part belle à la notion de race. L'arrivée de Pape Ndiaye tranche assurément avec le républicanisme radical de M. Blanquer, souligne le sociologue Michel Vievorka, mais, poursuit-il, arrêtons de caricaturer une pensée nuancée et complexe sur un champ politique jusque-là ignoré dans notre pays, la condition noire. Ce chercheur reconnu, né d'un père sénégalais et d'une mère française, est ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire, titulaire d'un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales. Il a passé 7 ans aux États-Unis, à l'Université de Virginie, professeur à Sciences Po et à l'École
des hautes études en sciences sociales. Il est spécialiste des questions liées aux minorités. Sa participation à la fondation du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, en 2005, et ses prises de position en faveur des statistiques ethniques et de politiques de discrimination positive font polémique. Monsieur Ndiaye est une personnalité extrêmement respectée, un très grand universitaire, a souligné notre ami le député des Hauts-de-Seine, Jean-Louis Bourlanges, avant d'estimer au sujet de sa nomination, je le cite, « Nous passons quand même d'une culture politique exigeante en matière de laïcité à une culture politique très différente. Je ne voudrais pas que les valeurs fondamentales de laïcité et la liberté de l'esprit ne soient pas défendues avec la même énergie. » Fin de citation. Principaux syndicats enseignants du second degré, le SNES-FSU s'est félicité à travers cette nomination d'une rupture avec Jean-Michel Blanquer à plus d'un titre, mais poursuit ce syndicat, l'éducation nationale ne se gouverne pas uniquement à coups de symboles. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. J'ai été très surpris par la manière dont cette nomination a été accueillie, comme si Pape Ndiaye était un militant installé dans une posture victimaire, alors que c'est un historien, c'est un chercheur dont les travaux sont reconnus en France et à l'international. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de confusion entre ces thèmes de travail. Effectivement, il travaille sur des controverses liées aux minorités et ses propres positions. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que dans l'abondance d'articles qu'il y a eu dans la presse, on ne faisait jamais référence au livre lui-même, La Condition noire. Et donc, j'ai décidé de lire ce livre. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est qu'il y avait d'abord beaucoup de réponses à ces polémiques et justement des positions très éloignées de celles qu'on lui prête. Et notamment, on le comprend tout de suite, pour le dire simplement à partir du titre, La Condition noire, essai sur une minorité française. Le pari intellectuel qui réussit dans ce livre, c'est justement de mettre de côté la question de la race et d'étudier une situation sociale. Et donc, il y a tout un débat académique sur est-ce qu'il faut prendre en compte dans les minorités les situations raciales ou les situations de classe. Et lui montre très bien que ce qu'il faut faire, en l'occurrence, en ce qui concerne les Noirs en France, c'est de décrire une situation sociale d'un groupe minoritaire qui est vu par les autres en fonction de la couleur de la peau. Et donc, à cette condition-là, on peut faire une histoire sans recourir aux notions d'identité ou de communauté. Ce qu'il explique très très bien, c'est, je le cite, il étudie un groupe de personnes qui ont en partage, qu'ils le veuillent ou non, l'expérience sociale d'être généralement considérés comme noirs. Donc c'est bien une expérience partagée qui est décrite. Et cette expérience partagée d'être vue comme une minorité s'accompagne, et c'est là le cœur du problème, en général, d'une réticence à les considérer comme des Français à part entière. Et alors que eux revendiquent justement leur appartenance à la communauté nationale en tant que citoyens français. Et l'expérience qu'ils font, c'est justement une série de dénis ou de discriminations. Donc ce que fait ce livre, c'est que il se concentre en fait sur la question des discriminations plutôt que sur celle de la lutte antiraciste. Il fait l'histoire d'une minorité et non pas d'une communauté, et il observe une expérience commune et non pas une identité. Donc il fait une série de déplacements qui sont extrêmement importants d'un point de vue méthodologique, mais aussi du point de vue du débat public, c'est-à-dire qu'il met en avant des catégories qui devraient nous aider à mener ce débat de manière plus apaisée. On lui a reproché aussi son histoire de la colonisation, et donc de fait... il fait, dans le 3e chapitre de son livre, c'est une histoire des populations noires en France depuis le XVIIIe siècle, où il montre très bien que c'est une histoire qui ne peut être aujourd'hui que lacunaire, parce qu'on manque de travaux, on manque de monographies, on manque de documents de recherche, simplement, et donc il y a un champ à ouvrir. Et le fait qu'on lui reproche, disons, une espèce de dérive américaine en proposant d'ouvrir ce chantier, je trouve, est assez incroyable. Dernier point, dans les reproches qu'on lui fait,
c'est, disons, le reproche un peu le plus élaboré, c'est de dire il y a un paradoxe, Pape Ndiaye, c'est que son parcours personnel serait la preuve de la vacuité de sa démarche, à savoir qu'il est lui-même, effectivement, un enfant de la méritocratie française, il a réussi par l'école, les classes prépa, l'école normale supérieure, il est devenu universitaire, etc. Ce qui tendrait à prouver que, en fait, le mérite est bien reconnu indépendamment des catégories et des appartenances. Or, l'excès même des réactions politiques à sa nomination montre bien qu'il y a une force de résistance à la promotion sociale beaucoup plus forte que ce que me promet le récit enchanté de la République aveugle aux différences. Et donc, on voit bien qu'il ne suffit pas de répéter simplement que tout le monde peut réussir en France, qu'il n'y a pas de problème, pour laisser de côté des revendications de personnes qui se sentent discriminées. Et par ailleurs, on a des travaux maintenant du défenseur des droits, du ministère du Travail, des enquêtes sur le logement qui sont sans appel, qui montrent qu'il y a des situations de discrimination en France en raison de la couleur de peau et qu'il faut bien s'atteler à cette tâche et essayer d'y répondre. Et deux derniers mots. Un dernier mot en fait sur la feuille de route du ministre, parce que c'est l'autre question qui est un peu posée, c'est que va-t-il faire en tant que ministre, puisqu'il n'était pas connu pour avoir pris des positions ou travaillé même dans ses travaux sur la politique d'éducation. Moi, je remarque que dans les engagements du président de la République, il y a l'idée de gouverner autrement en menant de grandes consultations, et particulièrement sur l'école, il s'est engagé à ça. Et donc la feuille de route de Pape Ndiaye en tant que ministre de l'Éducation, c'est d'abord de créer un consensus en France sur l'école à travers une grande consultation nationale qu'il faudra mener dans les mois qui viennent. Nicole Nisotto. Oui, à lire toute cette polémique sur la nomination du nouveau ministre, on pouvait se demander s'il s'agissait d'une énorme pierre jetée dans les valeurs républicaines ou si c'était tout simplement une tempête dans un verre d'eau. Moi, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau qui montre ne serait-ce qu'une seule chose, c'est que la gauche est incapable d'animer un autre discours que celui de l'intersectionnalité minoritaire, ce qui est quand même un drame pour la gauche française. Mais donc, quand on regarde l'ensemble de ces polémiques, justement, d'abord, on s'aperçoit, premièrement, c'est évidemment Emmanuel Macron qui est critiqué. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est critiqué pour deux raisons absolument contradictoires. À l'extrême droite, on accuse sa cohérence dans une politique de déconstruction nationale. Et chez les intellectuels et même une partie de la gauche classique, on l'accuse à l'inverse de n'avoir aucune idée aucune cohérence sur l'éducation nationale, puisque tantôt il nomme Blanquer, qui est quand même l'hyper-laïcité érigée en valeur absolue, et ensuite il nomme Pape Ndiaye, qui est au contraire plus sensible à la discrimination, aux minorités, etc. Et donc on voit que d'abord, c'est toujours évidemment le président de la République qui est visé, mais vraiment, soit il est trop cohérent, soit il n'est pas du tout cohérent. Ça n'a pas beaucoup toutes ces critiques n'ont pas beaucoup de sens. Maintenant, le personnage lui-même, le personnage du ministre. Alors, d'abord, c'est amusant de le voir avec cette tête quand même assez jeune. Il fait très poupin, il est totalement muet. Ça fait presque 15 jours, on a l'impression qu'il est lui-même étonné de la polémique qu'il suscite, on a l'impression qu'il arrive comme un chien dans un jeu de quilles, pardonnez-moi l'expression, mais quand on regarde son parcours, il est tout le contraire d'une mise en cause des valeurs de l'école républicaine. Il est au contraire l'exemple même de ce que pouvait faire l'école de la République il y a encore quelques décennies, l'exemple même de promotion sociale réussie. Il a, comme l'a dit Marc-Olivier Padis, fait de très bonnes études. Il a été professeur à Sciences Po, à l'école des hautes études. Il est agrégé d'histoire. Pardon, Nicole, je vous arrête une seconde, mais il faudrait quand même pas non plus laisser croire que Pape Ndiaye vient du fin fond d'une cité de la Seine-Saint-Denis. Il est issu d'une famille de classe moyenne qui fournit traditionnellement de bons élèves à l'école. Ça relativise simplement le caractère de la méritocratie. Non, je trouve que les classes moyennes ne réussent pas toutes, comme a réussi Pape Ndiaye, ça c'est clair. Il a ses qualités propres qui font qu'il a réussi. Mais en tout cas, il est le symbole de l'efficacité
de l'école républicaine quand elle marchait. Et donc on peut l'accuser peut-être de beaucoup de choses, mais certainement pas de vouloir détruire l'école républicaine, certainement pas d'être un déconstructeur de la laïcité et de l'école. J'ajoute d'ailleurs, pour la petite histoire, l'anecdote, quand même, il a fondé une famille, il a des enfants avec la petite fille de René Pleven, ancien président du Conseil. Donc c'est quand même une réussite tout à fait remarquable. Maintenant, qui est aussi celle de sa sœur. Absolument. Excellent écrivain. Mais maintenant, justement, la nomination de cet homme est le signe, peut-être, que Emmanuel Macron reconnaît que l'école républicaine telle que l'incarnait Blanquer ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le système de promotion sociale est bloqué. Toutes les études le montrent depuis très longtemps. Que l'échec universitaire est quelque chose d'absolument patent en première année, plus de 60%. Et que donc, il faut réformer, non pas simplement l'éducation, faire en sorte que les profs se sentent mieux, mais réformer de fond en comble un modèle qui est avant tout un modèle de promotion sociale, de lutte contre les inégalités. Et c'est là où je crois quelqu'un comme ça, qui est plutôt silencieux, plutôt même taiseux, plutôt modeste, peut être un atout pour le président de la République. J'ajoute juste un point. Pourquoi l'avoir nommé, justement ? Sachant que ça susciterait un certain nombre de polémiques. Alors, il y a l'argument opportuniste qui est de dire ça va prendre des voix à la France insoumise, peut-être, je n'en sais rien. Mais je crois qu'il y a surtout un argument politique, un peu comme François Mitterrand avait fait avec les communistes. En les mettant au gouvernement, il avait cassé la dynamique en faveur des communistes. Là, en mettant quelqu'un qui est sensible aux arguments du wokisme, eh bien, ça va banaliser tout ça dans une espèce de culture commune. Nicolas Bavrez. Pape Ndiaye est un symbole, et effectivement, les symboles concentrent la foudre. C'est vrai que dans un gouvernement qui est assez largement placé sous le signe de la continuité, c'était le principal signe d'une volonté de changement et de renouveau. Je partage ce qui a été dit sur les critiques tout à fait démesurées sur l'homme. Quand on regarde précisément ce qu'il a écrit ou ce qu'il a pu faire dans les responsabilités qui ont été les siennes au musée de l'immigration, ça n'est pas du tout un militant radical. Et c'est vrai que ce que dit sa sœur, c'est que c'est plutôt un homme de la tentative de compromis ou de conciliation entre un parcours qui est un parcours effectivement placé sous le signe de la méritocratie républicaine et puis l'ouverture aux Black Studies et la volonté d'essayer de penser et d'améliorer la situation de la minorité noire en France. Donc, sur l'homme, je crois que les critiques les plus violentes viennent d'ailleurs clairement de l'extrême droite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre également de critiques sont venues des militants les plus radicaux qui ont mis en cause son choix de devenir ministre, ce qui montre là encore, et ce qui tendrait à confirmer que c'est plutôt un homme de la conciliation. Donc sur l'homme, je crois que de fait, les attaques dont il fait l'objet sont tout à fait démesurées. Alors le vrai problème, me semble-t-il, et c'est ce que masquaient un peu ces polémiques, c'est quelle politique pour l'éducation ? Et il est incontestable que cette nomination venant après celle de Jean-Michel Blanquer, en tout cas, ce sont deux politiques dont on ne peut pas dire qu'elles sont... Alors, elles sont peut-être pas irréconciliables, mais ce sont deux politiques qui sont clairement très différentes. Et ce qui est finalement dommage, c'est qu'on a un énorme silence. L'éducation est clairement un des dossiers absolument cruciaux de ce quinquennat. C'est un des leviers de la désintégration de la nation. On a vu à quel point notre pays est éclaté en blocs, fracturé. On sait que la remise en route de l'éducation est fondamentale, non seulement pour l'économie et sa compétitivité, mais également pour la cohésion de la nation, également sans doute pour le destin de la liberté.
Et ce qui me frappe, c'est qu'au-delà de ce coup de communication, au-delà du voyage à Marseille, où le président de la République a parlé de l'école du futur, mais sous cette magnifique expression, on a peine à voir ce qui se dessine. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le silence du ministre m'inquiète plutôt. Et ce silence s'inscrit dans cette espèce de moment où finalement la France est en apesanteur. Il n'y a pas de débat législatif comme il n'y a pas eu de débat présidentiel. L'action du gouvernement pour l'instant est dans un flou complet. Il n'y a pas de projet pour ce quinquennat et il n'y a pas d'explicitation des objectifs qui sont donnés aux grandes politiques publiques. Et dans ces politiques, l'éducation est prioritaire. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on ne sait rien sur finalement est-ce qu'il y aura un effort financier qui serait vital, notamment pour l'enseignement supérieur qui est le plus qui est clairement sous-financé. L'autonomie des établissements, quelle forme ça prend ? Comment est-ce qu'on renforce la formation des enseignants et si on améliore leur rémunération, qu'est-ce qu'on a en face comme modification des conditions de travail? Comment est-ce qu'on remet la connaissance au cœur de ce système et qu'est-ce que devient la liberté académique qui a quand même été bien malmenée dans les dernières années? Tout ça, c'est un énorme silence. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Et je trouve que, effectivement, les mauvaises polémiques sur la personne de Pape Ndiaye masquent l'absence de débat très inquiétante sur le fond qui est quel projet pour l'éducation dans notre pays. Richard Verly. Oui, pardonnez-moi de regarder cela avec un regard un peu étranger, mais d'abord, je trouve assez extraordinaire qu'on attribue à une personne, à savoir le nouveau ministre de l'Éducation, la charge entière de renouveler ou pas la politique dans ce domaine dans un pays comme la France. Si vous prenez d'autres pays voisins de la France, les ministres de l'Éducation, on les choisit en général pour leurs compétences. Je crois qu'on a compris que la compétence est au rendez-vous avec Pape Ndiaye, il connaît les sujets d'éducation. Et ensuite, on attend du ministre qu'il fasse converger les forces en présence, c'est-à-dire les syndicats, les professeurs, éventuellement les parents d'élèves, pour une action collective. Donc d'abord, je trouve que c'est quand même... je comprends l'émotion, soit positive, soit négative, suscitée par la nomination de ce nouveau venu en politique, mais je pense que c'est lui attribuer beaucoup de pouvoir et beaucoup de capacité à changer les choses, alors que, me semble-t-il, les ministres de l'Éducation, y compris Jean-Michel Blanquer, qui avait promis vraiment beaucoup de réformes, se sont peu à peu trouvés, au fond, aux prises avec la machine éducative, qui est, comme on le sait, et là encore, vu de l'étranger, perclus de beaucoup de rhumatismes, le premier rhumatisme étant la situation très difficile des professeurs, des enseignants, mal payés, démotivés, confrontés à des situations de plus en plus compliquées qu'ils ne savent pas gérer et quelquefois confrontés à des injonctions, notamment sur la laïcité, qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne peuvent pas appliquer. Donc d'abord, voilà, première réflexion... j'allais dire, Pape Ndiaye se retrouve avec un fardeau encore plus lourd, alors que peut-être le meilleur service à lui rendre serait, je dirais, de le laisser habiter la fonction et d'attendre ses premières mesures ou ses premières initiatives. Moi, je n'avais pas lu les livres de Pape Ndiaye. Il avait été interviewé par Le Temps, mon précédent journal, mais ce n'est pas moi qui l'avais interviewé, donc je ne le connais pas. Deux remarques par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, effectivement, Nicole, moi, je ne vois pas du tout Pape Ndiaye, pardonnez-moi, comme un produit de la méritocratie républicaine. C'est un enfant de la classe moyenne qui a fort bien réussi. Il me semble que sa mère est enseignante. Excusez-moi, mais on sait dans tous nos pays que quand on a un parent enseignant, c'est quand même une chance pour réussir à l'école. Et D'accord. Mais je veux dire, je le vois comme quelqu'un d'absolument méritant. Je ne veux pas du tout dire qu'il n'a pas de mérite, mais
pour moi, ce n'est pas le produit de la méritocratie républicaine incarnée. Par ailleurs, effectivement, deuxième remarque, et pardonnez-moi de prendre un peu de distance, on lui attribue, finalement, on en fait le symbole de la cause de la minorité noire. Or, il me semble que dans son parcours, avant d'entamer ses études aux États-Unis, il a quand même toujours été soucieux d'être finalement assez mainstream. C'est son passage aux États-Unis, son propos, mais même La condition noire, son livre, vous l'avez dit Marc, n'est pas du tout un livre entre guillemets révolutionnaire. Donc pour moi, paradoxalement, je le vois comme une personnalité assez consensuelle, plus consensuelle que la réputation qui est faite. Enfin, dernier élément, quand même, et là Nicolas l'a dit, c'est d'abord un coup politique. Ce n'est pas faire injure à Pape Ndiaye de dire qu'il est l'instrument d'un coup politique d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il va être un instrument qui va se révéler dans la fonction et qui va montrer qu'il justifiait cette nomination? Mais pour l'instant, on a quand même l'impression que c'est avant tout un coup politique, et un coup politique dont je pense qu'il a une grande vertu. Parce que l'affichage en politique, on le sait, on peut le regretter, c'est quand même aujourd'hui un élément absolument essentiel. Et là, vous avez quelqu'un à la peau noire qui est à la tête du ministère de l'Éducation. Ça réveille quand même des grandes figures intellectuelles françaises. On pense à Léopold Sédar Senghor. Ça rappelle beaucoup de choses. C'est aussi un message adressé à l'Afrique francophone, au monde de la francophonie. Mais donc je pense que de ce point de vue-là, l'affichage est vraiment un bel affichage d'une république métissée, d'une république prête à accepter une forme de multiculturalisme, pardon. Par contre, faisons attention peut-être dans le débat public de ne pas en faire un symbole trop important, parce qu'il risque à ce moment-là de ployer sous la charge, et les initiatives qu'il pourrait prendre s'en trouveraient anesthésiées. Dernier mot, il me semble quand même que sa tâche principale, c'est de pacifier le monde de l'enseignement, et j'ai quand même un peu l'impression qu'après Jean-Michel Blanquer qui voulait brusquer ce monde et le réformer à la hussarde, alors qu'il le connaissait très bien, parce que Blanquer était un haut fonctionnaire de ce ministère, Pape Ndiaye est peut-être celui qui va rendre la clé de la machine aux enseignants et lui dire de s'occuper d'eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dont on devrait parler, qui est aussi la manière dont le président de la République procède à des nominations, procède à de plus en plus de nominations de gens qui n'ont pas d'expérience politique et qui, de surcroît, lui devront tout, puisqu'ils n'ont aucune légitimité due au suffrage universel. Dans le cas de Pape Ndiaye, il s'agit de lui confier un ministère dans lequel les syndicats jouent un rôle considérable, dans lequel ils ont été assez souvent, pour ne pas dire très souvent, des freins et quelquefois des accélérateurs de certaines réformes. Négocier avec des syndicats, c'est un métier. Pape Ndiaye n'a pas eu l'occasion d'exercer ce métier. C'est pas à la Cité de l'Immigration qu'il a eu à négocier avec de puissants syndicats. Nous l'avions reçu à l'époque où nous étions diffusés par voie hertzienne, et ça avait été une émission très intéressante. Ça m'avait donné l'occasion, avant et après, de faire sa connaissance. Et bien sûr, il a les qualités d'un historien probe, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'essaye pas de déformer les choses parce que ça arrangerait son idéologie ou sa manière de voir, mais qui essaye de chercher une forme de vérité, même si cette vérité doit être ensuite complétée, modifiée, etc., par l'avancée de ses recherches historiques. Ça en fait un intellectuel de grande valeur, mais ça ne lui donne pas, contrairement à ce qu'avait Blanquer, qui avait été directeur général du ministère, comme Richard vient de le rappeler, et qui donc savait ce que c'était que les négociations avec les syndicats et que aussi la manière dont on pouvait procéder. C'est-à-dire que une administration qui est dans cet état, est-ce qu'il ne faut pas rappeler aussi que, à cause du déficit de candidats aux différents concours de recrutement dans l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale, ou certaines de ses académies, organise ce qu'ils appellent, dans un français qui est sans doute moins bon que celui qu'ils voudraient m'entendre parler par leurs élèves, du job dating. Donc on arrive et on dit j'aimerais bien enseigner. Et qu'est-ce que vous avez comme qualité pour enseigner? J'aime bien les enfants. Ah bon, vous en mangez à tous les repas ou vous avez des contacts de nature pédagogique avec eux? Enfin, c'est une académie, Versailles. Mais enfin, Versailles, c'est-à-dire l'ouest de Paris. Bon, donc dans cette académie, on fait ça.
J'ai grandi, moi, dans l'Académie de Versailles. Je pense que monsieur Louis Rayet, qui était mon instituteur quand j'étais en CM2 et auquel j'ai le sentiment de devoir énormément, il doit se retourner fichtrement dans sa tombe quand il voit ce qui est en train de se passer dans son académie. Alors, est-ce que Pape Ndiaye est armé pour affronter ça? C'est ça la question. Marc-Olivier Padis. Mais quel poids lourd politique en France, diriez-vous, a investi sérieusement la question de l'école depuis une dizaine d'années? Est-ce que vous voyez vraiment en France un poids lourd politique qui s'imposerait à l'éducation nationale, où on dirait, ben voilà, ça c'est la personne qui est vraiment armée intellectuellement pour ça? Je dis au passage juste qu'effectivement, il y a un directeur de cabinet qui s'appelle Jean-Marc Huard, qui a été aussi directeur général de l'enseignement scolaire, DGESCO, comme Jean-Michel Blanquer. C'est lui qui va piloter la machine. Je reviens d'un mot sur la cohérence d'Emmanuel Macron. On dit il passe de Blanquer à Pape Ndiaye. Mais moi, je ne me souviens pas qu'au moment de la nomination de Blanquer, il était considéré comme un fer de lance de la laïcité. Il était considéré comme l'homme qui avait pragmatiquement identifié quelques points difficiles, notamment la lecture à l'école primaire, en s'appuyant sur le prof du Collège de France. Il avait fait un livre que j'avais lu, moi, le livre de Jean-Marc Blanquer, qui parlait essentiellement du primaire, un tout petit peu du collège et pas du tout du lycée. Donc Jean-Michel Blanquer n'avait pas été nommé pour incarner la laïcité à l'école. Il avait été nommé d'abord parce qu'il avait fait campagne à peu près dans toutes les équipes pour être présent là. Et je ne suis pas sûr que ce soit la laïcité qui soit mise en cause avec son départ. C'est plutôt que Jean-Michel Blanquer, il a caricaturé le Macron Jupiter. C'était Jupiter encore plus qu'Emmanuel Macron. Il y avait une manière, comme l'a dit Richard, de brusquer, d'imposer des décisions. La façon dont il a géré le Covid n'est pas irréprochable, etc. Donc moi, je reviens à l'idée, d'ailleurs, j'approuve complètement ce que disait Richard, c'est-à-dire, c'est pas une personne qui peut changer l'éducation nationale, c'est 900 000 fonctionnaires. Il faut quand même qu'on crée un moment, un dispositif de création du consensus. Il y a beaucoup de choses à négocier sur le lien avec les parents, sur le travail des élèves, sur le climat scolaire. Et donc, il faut identifier des sujets et créer ce qu'on ne sait pas vraiment faire, c'est vrai en France, une méthode pour créer un consensus pour un projet sur l'école, mais qui soit sur 10-15 ans. Puisqu'on en est aux livres qui sont écrits par les ministres de l'Éducation nationale, Marc-Olivier Padis vient de rappeler l'un des livres de Blanquer, mais il y en a un autre dont on ne parle pas très souvent, qui est sa biographie de Michel Barouin, l'homme du Grand Orient de France et aussi d'un certain nombre d'autres activités politiques aux côtés de Jacques Chirac. Comme le faisait Marc-Olivier à propos du livre de notre nouveau ministre, je recommande à ceux qui peuvent le trouver la lecture de ce livre-là. Nicole Niezotto. Oui, pour revenir à l'ignorance que pourrait avoir ce grand historien vis-à-vis du monde de l'éducation. Mais quand on regarde tous les ministres de l'éducation que l'on a eus depuis toujours, entre François Bayrou, Ségolène Royal, Najat Vallaud-Belkacem, ou Blanquer, on s'aperçoit qu'on a eu tous les profils, aussi bien des hauts fonctionnaires très compétents sur le système français que des personnalités totalement innocentes sur ce domaine. Donc je pense, il connaît une chose très bien, c'est le milieu universitaire. Donc ça, et ce milieu universitaire, c'est quand même celui qui est en échec le plus grand. Quand on regarde les chiffres, par exemple, entre les réussites françaises à l'université et la moyenne européenne, on est quand même très très bas dans la liste. Donc ça, il connaît, il pourra peut-être mettre à profit son expérience. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur la réforme de l'éducation, on part pas de zéro quand même. Le président de la République, dans son 2e mandat et dans son programme, avait mis en avant 2 choses, qui sont premièrement la revalorisation du métier d'enseignant, pas simplement la revalorisation financière, mais la revalorisation du statut, de la reconnaissance, etc. Et deuxièmement, il avait dit aussi la réforme totale de l'enseignement des filières professionnelles, parce que ces filières-là, qui sont très importantes, ne forment pas à des métiers dont on a besoin. Donc il a une feuille de route qui est quand même assez claire. Précisément, et c'est là où je trouve que vous tordez l'argument qui vous est opposé. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent rien ou qu'ils connaissent quelque chose, et que ses prédécesseurs n'aient connu rien ou quelque chose. Un ministre, par définition, ça ne connaît rien. C'est capable d'avoir une ligne
et de faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans la réalité. Pour que les deux points essentiels du président de la République que vous avez rappelés s'inscrivent dans la réalité, il faut un ministre, non pas qui connaisse l'éducation nationale, mais qui connaisse l'administration et qui connaisse les syndicats, qui sachent comment on peut faire avancer les choses pas à pas. J'ajoute en plus que, de mon point de vue, pour ce qui est du fonctionnement d'une démocratie qui est quand même passablement grippée de partout, la multiplication de nominations du fait du prince, au motif qu'on lui a plu, sans aller dans les excès pour dire que c'est une dictature et que bientôt Caligula va nommer son âne consul, je trouve que c'est un handicap de plus à un fonctionnement démocratique qui manque singulièrement de souplesse. Nicolas Bavrez. Juste un mot à ajouter pour dire que, bien sûr, il y a les syndicats, bien sûr, il y a les professeurs et il y a une situation à pacifier, mais il ne faut jamais oublier qu'en matière d'éducation nationale, c'est comme en matière de santé, il y a les citoyens. Et il y a une pédagogie qui est à faire auprès des familles. Et ça, c'est très important. Et c'est un travail qui est un travail vraiment politique. Donc, moi, c'est effectivement l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que finalement, cette espèce de pression politique sur le ministre risque d'être un surplomb qui va l'empêcher beaucoup d'agir. Et comme vous l'avez dit, par ailleurs, un ministre pour agir, il lui faut une ligne, il lui faut ensuite une stratégie d'action, et puis il lui faut la capacité à réaliser. Et on sait qu'en France, le problème de l'État, c'est la difficulté à exécuter. Pour exécuter, il faut savoir mobiliser l'administration, il faut savoir mobiliser dans l'éducation les professeurs, et il faut savoir convaincre les familles de soutenir le mouvement. C'est un travail proprement politique, et ça, aujourd'hui, pour l'instant, nul ne sait si Pape Ndiaye sera capable de le conduire. On le souhaite tous. Richard Verly. Oui, juste pour réagir, Philippe, vous disiez que la vertu ou la mission principale d'un ministre de l'Éducation, c'est de savoir négocier avec les syndicats qui tiennent cette maison en France, sauf à considérer que son mandat, c'est justement de ne pas trop les affronter, de ne pas trop les heurter et de leur redonner les clés de ce ministère. Il s'agit de négocier avec eux. Mais affronter les syndicats dans l'éducation nationale, il vaut mieux acheter une corde et se pendre au premier clou qu'on trouve. Mais peut-être que moi, je soupçonne que sa feuille de route, c'est avant tout de calmer les choses. Et ce qui peut d'ailleurs, et Nicolas posait cette question, nourrir l'interrogation sur l'absence de cap de ce second quinquennat Macron. On a quand même l'impression que Jupiter ne veut plus de tumulte. Je vous propose de passer, mais nous allons devoir aller un peu à marche forcée, mais c'est la preuve que le sujet de l'éducation nationale est un des sujets qui passionne le plus. D'ailleurs, je suis moi-même sorti de ma traditionnelle réserve. Je ne doute pas que les auditeurs me le fassent remarquer. J'espère que ce ne sera pas de manière critique. Intéressons-nous donc à la crise alimentaire mondiale, puisque le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire grave a doublé, passant de 135 millions avant la pandémie à 276 millions aujourd'hui. C'est ce qu'observe le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, alerte, je cite, « Les conflits armés, la crise climatique et le Covid-19 ont créé une tempête à laquelle s'ajoute la guerre en Ukraine. Des millions de personnes dans des dizaines de pays sont poussées au bord de la famine. » Fin de citation. Le directeur adjoint du Programme alimentaire mondial, Giancarlo Chili, rappelle qu'en 2008, l'augmentation spectaculaire des coûts des denrées alimentaires avait provoqué des émeutes de la faim qui, en s'accentuant encore en 2011, allaient s'achever avec les printemps arabes. Le danger de déstabilisation politique et sociétale, poursuit-il, est aujourd'hui énorme. On le voit déjà au Sri Lanka, au Pérou ou en Tunisie. Certains gouvernements doivent se faire de gros soucis. Fin de citation. La Banque mondiale a annoncé le 18 mai qu'elle consacrerait au cours des 15 prochains mois 12 milliards de dollars à de nouveaux projets de réponse à la crise alimentaire et elle promet plus de 30 milliards de dollars pour les 15 prochains mois. En proie à une sécheresse exceptionnelle, l'Inde a annoncé le 14 mai suspendre ses exportations de blé, déstabilisant un marché déjà en tension et faisant redouter une envolée des prix. En effet, la sécheresse au Canada et aux États-Unis a affecté le blé d'hiver, tandis que la faible pluviométrie du printemps laisse craindre une baisse des rendements en France.
La guerre menée par la Russie en Ukraine a rendu plus critique la situation, les deux pays assurant à eux seuls 30% du commerce mondial de blé. En mars, le panier de produits alimentaires de la FAO avait déjà augmenté de 33,6% sur un an, record absolu depuis la création de cet indice il y a plus de 30 ans. Hausse des prix et pénuries font planer un risque de famine et de troubles sociaux. Les pays les plus touchés sont l'Afghanistan, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Pakistan, le Yémen, l'Angola et la Somalie. Les trois premiers, l'Afghanistan, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo, sont également les pays où le nombre des enfants sous-alimentés est le plus élevé. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé Moscou de se servir de la nourriture comme d'une arme en Ukraine en prenant en otage les livraisons alimentaires destinées à des millions d'Ukrainiens mais aussi à des millions de personnes dans le monde, dépendantes des exportations du pays. Moscou a rétorqué que ce n'est en aucun cas l'entrée de son armée en Ukraine qui provoque une crise alimentaire, mais les sanctions occidentales décidées en représailles. Sur cette question, Nicolas Bavrez. L'invasion de l'Ukraine a donc ouvert une nouvelle ère stratégique, c'est le retour de la guerre de haute intensité en Europe, mais c'est aussi, et on l'a sous-estimé, un choc planétaire pour l'énergie et pour l'alimentation. Et pour l'alimentation, c'est vrai qu'on est devant une vraie crise avec à la rencontre en fait de trois phénomènes. Il y a d'abord le fait que la Russie et l'Ukraine produisaient 29% des exportations de blé, 20% pour le maïs et l'orge, 80% pour le tournesol, et que la Russie assure 15% des exportations mondiales d'engrais azotés. Donc la seule Ukraine nourrissait 400 millions de personnes dans le monde. Et il va de soi qu'il y a un problème de production et puis il y a un problème de transport puisque la mer Noire est coupée et que cette mer Noire assurait 30% des transports de céréales. Le deuxième phénomène, c'est la sécheresse. On l'a rappelé, mais aujourd'hui, on a les premières conséquences du réchauffement climatique sur différents continents, en Afrique, évidemment, mais aussi en Europe, aux États-Unis. Et le troisième phénomène, c'est le contrôle des exportations qui est mis en place aujourd'hui dans une vingtaine de pays. On a beaucoup parlé du blé pour l'Inde, mais ça touche aussi le sucre, le poulet, différentes céréales. Et là encore, ce sont des politiques qui se multiplient sur tous les continents. Donc, là, il y a une double conséquence. L'envolée des prix, 90% pour le blé, 40% pour les engrais. Mais il y a aussi une pénurie physique qui est en train de s'installer et qui touche très fortement les pays qui sont importateurs structurels de leur alimentation. C'est vrai des États du Sahel, la Corne de l'Afrique, le Maghreb, Madagascar. Et donc, on se retrouve avec 53 pays sous tension et plus de 200 millions de personnes qui vont être en précarité alimentaire. Et c'est vrai que, comme la guerre en Ukraine est en train de devenir une guerre longue d'attrition, à terme, on peut penser qu'il y aura une diversification ou une réorganisation du marché, mais on va devant des années 2023, 2022 et 2023 qui vont être extrêmement tendues. D'où la nécessité d'agir, parce que de fait, la Russie a imposé un narratif qui laisse penser que cette crise alimentaire, elle produit des sanctions occidentales et non pas de la guerre, ce qui est extrêmement paradoxal, mais c'est une explication qui a été largement reprise et acceptée par nombre des États du Sud. Donc il y a une vraie nécessité, évidemment, humanitaire, économique, mais aussi stratégique, à essayer de trouver des solutions. Donc, dans les solutions, on a mobilisé l'aide alimentaire, mais il y a deux autres choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'il faut rappeler que le protectionnisme est totalement contre-productif. Plus on met en place des mesures protectionnistes et plus on fait exploser les prix. Et la deuxième, c'est qu'il faut absolument essayer de rouvrir la route de la mer Noire pour permettre de libérer les stocks de céréales qui existent actuellement en Ukraine. C'est très compliqué par la route et le fer. Donc la solution, il y a deux solutions possibles. La meilleure serait d'avoir un accord pour rouvrir Odessa sous l'égide de l'ONU.
Et sinon, il faut essayer d'organiser des convois maritimes sous protection des pays riverains, parce qu'effectivement, il n'est pas question de faire ça dans un cadre OTAN qui pourrait donner lieu à des affrontements directs avec la Russie, mais d'essayer d'organiser des convois maritimes pour lesquels la Turquie pourrait avoir un rôle très important, sachant que par ailleurs, elle est clé pour pouvoir passer le Bosphore. Donc voilà la situation. Nicole Lisetto. Oui, juste un scénario supplémentaire, c'est qu'il y ait plutôt une entente entre la Russie et la Turquie pour faire une opération maritime dont la Russie tirerait tout le bénéfice en termes d'image, d'alimentation du tiers-monde, de ses amis africains, etc., et que les Nations Unies risquent d'être court-circuitées dans cette affaire. On sait que M. Lavrov va bientôt à Ankara. Mais je voudrais dire deux choses. Premièrement, deux réflexions plus générales. Premièrement, cette crise nous montre une fois de plus les risques d'une interdépendance maximale de l'économie mondiale. On l'avait déjà vu pour le Covid, avec les produits pharmaceutiques qui sont à 90% pour certains fabriqués en Chine. On le voit maintenant pour l'alimentation. C'est un marché très concentré. Il y a dans le monde 5 grands producteurs de céréales, les États-Unis, le Canada, la France et la Russie, le couple Russie-Ukraine. Et donc c'est un marché très concentré. Quand il y a une crise sur les prix, le crise se répercute au niveau mondial, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une implication planétaire de cette guerre en Irak. Et donc, le protectionnisme n'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, la prise en compte de la souveraineté alimentaire, et c'est mon deuxième point, en est une. La notion de souveraineté aujourd'hui, après le Covid, retrouve une importance très très grande. Et ce qui est intéressant, je le note, c'est que la Russie et la Chine, depuis 2014, ont considérablement augmenté leurs réserves stratégiques alimentaires. Pour la Chine, les stocks sont pleins. Pour la Russie, qui était un pays importateur de céréales, elle est devenue un pays exportateur. Il n'y avait pas d'élevage, par exemple, ou très peu d'élevage de volailles en Russie. Aujourd'hui, la Russie est autosuffisante en matière d'élevage de poulets et de porcs. Et donc, on voit que la notion de souveraineté que nous, en Europe, on a du mal à prendre en compte, c'est devenu la règle chez les deux grandes puissances asiatiques, si je puis dire, en tout cas orientales, la Russie et l'Asie. Et on ferait mieux de s'en inquiéter, ce qui laisse d'ailleurs un doute sur la préméditation des Russes par rapport à leur attaque en Ukraine. Donc, je crois qu'il faut tirer des leçons bien au-delà de cette crise alimentaire. Il faut tirer des leçons, et notamment pour l'Europe, en termes de souveraineté alimentaire. Marc-Olivier Padis. Oui, de réflexion, et précisément sur celle-là, c'est que moi, ce que j'ai noté, c'est que l'Union européenne est précisément autosuffisante en céréales. Donc, on a des stocks, et même on commerce avec l'Afrique du Nord. Les 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie, en fait, importent beaucoup d'Europe et sont capables aujourd'hui de payer les importations. En revanche, c'est des pays qui ont des capacités de stockage plutôt faibles et donc qui sont très dépendants au flux. Donc, en fait, on n'est pas l'impact du déficit d'exportation va être très différencié en fonction des régions du monde, mais l'Europe ne sera pas complètement exposée en première ligne, en tout cas pour l'accès. En revanche, on va être très touché pour l'inflation, pour l'augmentation des coûts, notamment à cause de l'augmentation du prix du gaz, parce que le gaz compte pour les engrais, les pesticides et aussi pour le gasoil des engins agricoles qui représentent tous les hydrocarbures représentent 50% du prix de production des céréales. Et après, les céréales entrent dans une part importante du prix de la production de la viande. Donc tout ça s'enchaîne. La deuxième remarque rapide, c'est par rapport au discours russe sur les sanctions. C'est aussi un élément factuel, c'est que l'Union européenne a pris soin d'exclure précisément l'alimentation des sanctions. Et donc le discours russe ne tient pas. Ce n'est pas du fait des sanctions qu'il y a un risque de pénurie, mais bien du fait de leur stratégie et aussi du jeu non coopératif de la Chine et de l'Inde qui ne communiquent pas sur le montant de leurs stocks. Et donc, on ne sait pas exactement où sont les stocks disponibles aujourd'hui. Mais donc, on a un problème de court terme parce que, dernière remarque en termes de
calendrier, c'est en mai et juin que se font les récoltes de blé en Ukraine. Donc c'est maintenant. Et comme l'a dit Nicolas, après, c'est le problème de l'exportation par Odessa, la mer Noire, etc. Mais donc, il y a une question pour l'automne prochain. Mais si la guerre se prolonge et se prolonge plusieurs années, alors là, il va falloir des aménagements très forts de nos politiques agricoles. Richard Verly. Oui, je voudrais poursuivre sur ce que disait à l'instant Marc-Olivier. Je pense qu'il y a une urgence agricole pour l'Europe à repenser peut-être, alors cela a déjà été fait à plusieurs reprises, mais là le contexte est complètement différent, la politique agricole commune. On ne peut plus continuer à envisager la politique agricole du continent européen et de l'Union européenne de la même manière, alors qu'on est dans une situation de crise alimentaire mondiale et qu'on peut penser que pour les raisons qu'on a évoquées, elle va durer. Donc premier impératif pour l'Europe, très vite remettre les ministres de l'Agriculture autour de la table, remettre les gouvernements autour de la table sur ce sujet et redéfinir une politique agricole. Deuxième chose, Nicolas parlait d'Odessa. Il me semble que là, le port d'Odessa, donc port ukrainien qui est actuellement bloqué puisque entravé par l'activité maritime russe en mer Noire. Là, il y a un enjeu absolument majeur. Et si Vladimir Poutine devait réussir dans l'offensive qu'il mène actuellement dans le Donbass, et si, voyant qu'il conquiert des territoires, il envisageait, peut-être est-ce déjà son plan, moi je ne le sais pas, d'aller sur Odessa, et si demain ou après-demain l'Ukraine se retrouvait enclavée, très franchement, on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça met l'Europe dans une situation absolument intenable. Donc il y a autour de cet enjeu alimentaire, beaucoup de choses ont été dites sur l'impact pour les populations et sur la situation, je dirais, d'un certain nombre de pays. Mais pour l'Union européenne, c'est absolument vital que ce qu'on pourrait appeler le couloir maritime d'Odessa reste ouvert et reste ouvert de manière pérenne, pas seulement avec des convois accompagnés par des navires turcs. Donc là, il y a un enjeu stratégique majeur. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'émerge pas vraiment, ou ceux qui en ont conscience ne veulent pas trop en parler, mais Vladimir Poutine, cela va bien sûr dépendre de la réussite de ses opérations militaires actuelles, mais Vladimir Poutine tient là un levier absolument déterminant qui fait peur. Nicole Nisotto. Un mot sur la politique agricole commune, et je suis complètement d'accord avec Richard Verly, il faudra la revoir, et en particulier résoudre la contradiction entre l'agriculture ou l'environnement. Parce que actuellement, on a une PAC qui a été réformée il y a peu de temps, et qui, premièrement, demande qu'à ce qu'on réduise les surfaces agricoles pour faire place à la biodiversité et que donc on mette un certain nombre de terres en jachère, et deuxièmement une agriculture qui va dépenser plus pour l'agriculture bio, propre, sans OGM, sans engrais, etc. Or, si on a une crise alimentaire mondiale qui dure, si ça ne dure que par une saison, ça va, mais si c'est une crise alimentaire mondiale qui dure, il faudra revoir ces deux objectifs. Il faudra au contraire plus de terres agricoles pour produire plus, et peut-être plus de rendement intensif, et donc malheureusement plus de produits chimiques. Donc je crois que c'est un vrai défi pour l'Union européenne. Marc-Olivier Pazis faisait non de la tête avec une telle virulence que ça crée presque un courant d'air. Marc-Olivier. Il faudra qu'on reprenne ce débat, mais je suis complètement en désaccord. Je pense qu'il faut garder la perspective qui a été donnée par l'Europe de ne pas mettre une contradiction entre environnement et agriculture, parce que là, on va aller dans le mur sinon. Pourquoi ? Je le dis juste d'un mot, c'est que c'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que les terres qu'on a mis en jachère en Europe pour protéger la biodiversité, etc., c'est, je le dis de tête, on a publié un texte là-dessus, peut-être 5% des terres agricoles. Et c'est pas du tout à l'échelle avec ce que représente l'Ukraine comme capacité de production. Et donc, en fait, ça, c'est un peu le discours des syndicats agricoles qui ont joué, évidemment, des circonstances pour contester la perspective européenne. Mais il faut surtout pas revenir en arrière là-dessus, parce qu'en fait, ça ne réglerait aucun problème. Ce n'est pas la bonne échelle. Oui, mais alors voilà que le glyphosate qui était condamné de manière définitive fait tout à coup, a trouvé tout à coup des avocats. Je m'empresse de dire que je ne sais pas qui. Je ne sais pas si ces avocats sont des scientifiques sérieux ou pas, mais ça montre aussi que là aussi, comme disait Jean-Jacques Sampé, rien n'est simple. Et d'ailleurs, il ajoutait quelque temps après, tout est compliqué. Nous sommes arrivés à la dernière séquence de notre émission, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai
en signalant l'ouverture, elle est récente, elle est pas très récente, mais elle est récente, d'une plateforme et aussi d'une application Gaumont Classique qui permet d'accéder à des trésors de cinéma généralement en noir et blanc, pour ne pas le dater très précisément. On y trouve, si vous voulez, par exemple, vous régaler avec une sorte de mise en bouche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, on y trouve Les affaires sont les affaires, d'après Octave Mirbeau, dans lequel il y a Louis Seigné joue un personnage de bourgeois profondément imbu de la valeur de l'argent et tient, avec la manière dont Louis Seigné pouvait donner un texte, tient un discours écrit par Octave Mirbeau qui est une pure splendeur. Ajoutez à ça que le tout se passe à Lyon, ville dans laquelle la bourgeoisie, comment dirais-je, possède certaines caractéristiques. Marc-Olivier Padis. Je recommande un roman donc de Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin, chez Gallimard. J'avais déjà recommandé un précédent livre du même auteur qui s'appelait Les ingénieurs du chaos, qui était en fait un essai politique sur les conseillers de l'ombre, qu'on appelle aussi aujourd'hui spin doctors, d'un certain nombre de régimes autoritaires. Giuliano da Empoli a lui-même fait de la politique en Italie, et donc il connaît bien le fonctionnement politique de l'intérieur. Et en faisant ce livre sur les éminences grises des dirigeants politiques d'aujourd'hui, il était tombé sur un des conseillers de Poutine, et il l'avait pas mis dans son livre, il a gardé en fait toute la documentation qu'il avait pour écrire un roman sur un conseiller de Poutine qui est l'occasion de raconter l'accession au pouvoir de Poutine et les premières années de Poutine. Donc ce livre est paru juste au moment du déclenchement de la guerre, ça tombait assez bien, et donc c'est vraiment une vue évidemment un peu romancée au sens où les scènes sont imaginées, mais qui est un récit du fonctionnement du pouvoir russe qui est assez fascinant, donc chez Gallimard, Le Mage du Kremlin. Nicole Niesotto. Alors moi aussi, je vais parler d'un roman, mais ukrainien cette fois, de Andrei Kourkov, qui est un romancier qui a déjà beaucoup de livres à son actif. Mais là, je vais parler d'un petit livre qui s'appelle Le Pingouin, qui est paru aux éditions Liana Levy, et qui est une satire absolument comique, grotesque, burlesque et en même temps dramatique de la corruption de la société ukrainienne et du rôle qui jouent les mafias. C'est un livre qui montre que la démocratie en Ukraine avait encore beaucoup de progrès à faire. Alors, je vais pas vous raconter évidemment l'histoire, mais il y a quand même juste le début pour vous donner envie de le lire. Ce sont les tribulations d'un journaliste sans le sou, qui adopte un pingouin au zoo de Kiev, parce que le zoo est également sans le sou. Donc ce pingouin s'appelle Misha, il est à la fois très gentil, très tendre et complètement dépressif. Et tous les deux, ce journaliste et ce pingouin, vont vivre une aventure incroyable, parce que ce journaliste, sans travail, se voit proposer par un journal d'écrire des nécrologies de gens célèbres à Kiev. Bien sûr, ils sont vivants, mais c'est l'idée d'avoir des réserves. Et donc, il écrit des choses formidables. Le patron de presse est très content, mais évidemment, il n'est pas publié voilà. Donc, je ne vous dis pas la suite. C'est très cocasse. C'est vraiment un humour très particulier et ça se lit extrêmement facilement. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander la lecture du livre Le prix de nos valeurs d'Augustin Landier et David Tesmar. C'est une réflexion qui est passionnante au moment où justement le combat pour la liberté redevient une priorité pour les démocraties, parce que c'est un livre qui essaye de réintégrer les valeurs dans le champ de l'analyse économique. Et donc d'essayer de montrer comment en fait, les acteurs de l'économie ne se prononcent pas seulement en termes d'intérêt ou d'intérêt individuel, mais aussi de valeurs, et comment se créent des points d'équilibre ou des compromis entre ce monde des valeurs et le monde de l'efficacité économique, à la fois pour les individus, pour les entreprises et pour les États à travers les choix des dépenses publiques. Et c'est appliqué à la liberté, l'identité, l'égalité, la justice, l'altruisme, avec aussi un côté pratique et une enquête qui a été faite et qui est extrêmement intéressante. Richard Verly.
Ce sera pour moi une pièce de théâtre, peut-être en a-t-il été déjà question dans les émissions précédentes, c'est Cendrillon, au théâtre de la Porte Saint-Martin de Joël Pomera. Donc une pièce tout à fait étonnante qui donc remet en scène le conte bien connu de Cendrillon à travers le personnage d'une jeune femme, d'une jeune fille, Sandra, qui perd sa mère, qui est à la fois extrêmement têtue, obstinée, douée, qui se trouve exploitée par la nouvelle famille de son père, puisque son père va épouser une deuxième femme. Voilà, c'est très tendre, c'est très étonnant. Alors, il y a des choses que j'avoue que je n'ai pas compris moi-même, notamment au début, un personnage qui apparaît et qui, sur scène, fait comme s'il manipulait des écrans. J'ai pas tout à fait compris cet aspect-là, mais à part ça, c'est d'une grande poésie. C'est très bien mis en scène, c'est très bien joué. C'est une troupe de théâtre belge, si je ne me trompe pas. Et donc, Cendrillon, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Par contre, je serais incapable de donner les dates de début et de fin, mais on trouvera ça. Je pense que ça finit, je pense, en juillet. C'est en effet une troupe de théâtre belge, et le théâtre belge est fertile en comédiens et en metteurs en scène de talent, mais surtout, je dirais, en comédiens de talent. J'ajouterais quand même à ce qu'a dit Richard qu'il y a une certaine cruauté dans la manière dont Joël Pomera a adapté cette Cendrillon. Alors, d'abord, que je remercie nos donateurs, pas seulement pour leurs dons qui arrivent régulièrement depuis quelques semaines depuis que j'ai lancé cet appel, mais aussi pour les commentaires par lesquels ces dons sont accompagnés. Et bien entendu, nous continuons à les recevoir avec beaucoup de reconnaissance. Je souligne aussi que donc les 2 prochains BADA, si c'est pour la culture, on a déjà donné, seront des avant-goûts, des avant-premières, des akouskis, des mises en oreille de l'émission thématique qui suivra. Donc d'abord avec Bruno Patino et ensuite avec Julien Lebotte. Et puis je voudrais remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Je remercie également Benoît Carré qui en assure le compendium, puisque je vous rappelle que cette émission est, je crois, le seul podcast qui puisse s'écouter, mais aussi se lire. Je remercie Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille à nos plateformes, Adrien Beccaria qui vient d'enregistrer cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Deville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Je rappelle aussi que la prochaine émission en public, c'est le 26 juin et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Merci et à la semaine prochaine.